Dans cette présentation, on va mettre en place un serveur d'hébergement web avec une machine Linux, donc qui est ici une machine Debian 9.1, et cette machine elle va servir à héberger plusieurs sites web et potentiellement un grand nombre. Et nous, l'objectif, ça va être de mettre en évidence la capacité du serveur web à héberger plusieurs sites en relation avec un service DNS. Le service DNS sera réalisé sur un Windows Server. Donc ici, j'ai préparé, j'ai préconfiguré. Il s'agit en fait d'un serveur sous Windows 2008. Alors cette machine, en fait, elle est configurée simplement en tant que serveur, et j'ai installé dessus le rôle DNS. Alors là, il suffisait comme première étape d'aller configurer une adresse IP sur cette machine. Donc ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai mis une adresse IP en statique 10.0.0.250, pas besoin de passerelle pour mon exercice, et ce qui est important ici, c'est que ma machine gère ces accès DNS vers elle-même, c'est-à-dire que je boucle en fait ici, puisque ce sera cette machine-là qui sera le serveur DNS de mon laboratoire. Donc une fois que l'adresse IP est stabilisée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, en passant par le gestionnaire de serveur qui est ici, j'ai installé le rôle DNS serveur. Donc le rôle DNS serveur, ici il est déjà installé, mais il suffit de passer par là et de cocher cette case et de faire suivant. Il n'y a aucune configuration qui est demandée lors de l'installation. Une fois que c'est terminé, on fermerait cette fenêtre totalement, et on pourrait constater que dans la rubrique démarrer outils d'administration, on a une console de gestion du DNS. Cette console de gestion du DNS, on la voit ici, je vais en reparler tout à l'heure. Alors par commodité, j'ai créé un raccourci ici qui m'emmène au même endroit, comme vous pouvez le voir. Mais bien sûr, c'est pas une obligation. En parallèle, donc avec cette machine, j'ai ma machine Linux. Alors cette machine, je l'ai configurée avec une adresse IP fixe, mais pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que la fenêtre que vous voyez ici, j'en ai le commande au travers d'une connexion distante, ce qui me permet notamment de faire des copier-coller dedans, et vous voyez par exemple de changer sa taille sans que ce soit dénaturé. Donc pour réaliser ça, en fait, j'avais besoin que ma machine ait une adresse IP sur mon réseau de travail, c'est-à-dire mon réseau officiel réel ici, là, qui me permettra depuis ma machine réelle à accéder à cette machine. Et puis j'ai créé un réseau qui correspond donc au réseau de mon serveur Windows, et à cette machine-là, je lui ai donné l'adresse IP 10.0.0.240, c'est celle qu'on voit ici. Donc 10.0.0.240 côté Linux, 10.0.0.250 côté Windows. Un des premiers tests que je vais faire, c'est un ping entre Windows et Linux. Alors attention, le ping, si vous le faites en partant de 0, c'est-à-dire qu'en installant un nouveau Windows, il ne va pas fonctionner parce que le pare-feu de Windows sera activé et empêchera le ping de rentrer. Donc pour aller faire les choses simplement, j'ai tout simplement désactivé le pare-feu, ce qui n'est pas une bonne chose, je vous l'accorde, mais là c'est pour des besoins de laboratoire. Donc mon pare-feu est désactivé côté Windows. Mais une fois que les tests auront été validés, je réactiverai le pare-feu bien évidemment. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que ma carte, elle possède une autre adresse. Celle-ci, elle est tout simplement automatiquement configurée par le DHCP de ma box internet. Je vous mettrai en accompagnement de cette présentation dans un fichier un petit peu résumant les différentes étapes. Je vous mettrai la configuration de ma carte réseau, mais je vais déjà vous la montrer ici. En fait, il s'agit tout simplement du fichier interface qu'on trouve ici dans ETC Network. Et dans ce fichier interface,
j'ai donc activé ma carte, normalement par défaut c'est déjà fait, pour qu'elle fasse une requête en DHCP, et j'ai repris cette carte avec un index que j'ai appelé le 1 ici, auquel j'ai associé une configuration statique avec mon adresse comme je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai aussi indiqué ici par la directive DNS name server l'adresse de mon serveur DNS, et en l'occurrence il s'agit de l'adresse IP de mon serveur Windows. Donc une adresse IP en 10.240, une adresse DNS en 10.250. Deuxième opération sur cette machine que j'ai également déjà réalisée mais que je vais montrer au niveau des manipulations qu'il faut effectuer, j'ai installé le serveur web qui s'appelle Apache 2, donc tout simplement en faisant un pt-get install Apache 2 et en répondant OK lorsque ça me serait demandé. Ici, comme c'est déjà fait, on peut voir une ligne qui m'indique en fait qu'il possède déjà la dernière version, donc ça ne nécessite pas d'installation supplémentaire. Lorsque l'on fait ça, le serveur web se lance automatiquement et on a une première commande diagnostique intéressante à taper directement qui permet de voir en option ANT de voir si les ports qui concernent le service web et donc mon programme Apache 2 sont en activité. Et nous, ce que l'on sait du serveur web, c'est que habituellement le serveur web utilise le port 80 associé au protocole TCP. Donc on va chercher dans nos listes de ports en écoute si le port avec la valeur 80 est bien en écoute. La commande ici me permet de voir tous les numéros des ports TCP. All numérique TCP. On voit à la ligne ici qu'il y a une correspondance ici. Ce qui m'intéresse, je surligne ici le 2.80 et ça veut dire tout simplement que quelle que soit l'adresse IP, en IPv6 ou V4, alors quelle que soit l'adresse IP, en clair ça veut dire que ma machine elle peut posséder plusieurs adresses IP, c'est d'ailleurs le cas. Et bien sur toutes ces adresses IP, quelles qu'elles soient donc, le port 80 est associé et est donc joignable de l'extérieur. Donc une machine distante peut se connecter à mon port 80 de cette machine. Donc c'est bien la preuve que le service Apache fonctionne, et on peut d'ailleurs vérifier tout de suite que si on tape cette commande et cette option, on va arrêter le service. Ensuite on referait l'analyse des ports, on constaterait que le port 80 a disparu. Il était ici, là, dans cette région-là. Il n'y est plus. À nouveau, alors, on va pouvoir refaire le test inverse, c'est-à-dire de réactiver le service Apache et de constater que le port 80 est là. Je vais nettoyer un peu mon écran pour remontrer ça en détail. Je relance mon service Apache 2. Et pour le lancer, c'est Start. Et je fais une analyse des ports qui sont en activité. Je retrouve le port 80. Ici. Donc voilà déjà une bonne pratique à appliquer, une double bonne pratique. La bonne pratique, c'est de constater que les ports sont en activité et que ça fonctionne bien si on commande l'arrêt ou le démarrage du service. Donc là maintenant on peut passer à la suite de la configuration. Mon serveur Apache est installé avec une configuration de démonstration. Alors la configuration de démonstration, je vais vous montrer. Elle consiste en deux choses. Elle consiste en l'existence d'un dossier qui s'appelle HTML. Alors je ne vais pas aller dedans, d'ailleurs je vais m'arrêter ici, dans le dossier var www. Donc avec la commande que j'ai tapée ici, je me rends dans le dossier var www. Donc dans ce dossier, si je lister avec l'option L pour avoir des renseignements détaillés, tiré longue, ça veut dire.
Si je liste le contenu de ce dossier, je vais constater qu'il y a un dossier qui s'appelle HTML à l'intérieur. Et dans ce dossier HTML, par défaut, il y a une page de démonstration, c'est-à-dire en fait ce qui représenterait un site internet de démonstration. Alors, je vais vous montrer ce qu'il contient, vous allez voir, c'est en fait assez sommaire. Donc je vais me connecter sur l'adresse 192.168.1.31 et voilà la page par défaut de mon serveur actuel. Donc cette page là elle nous donne aussi un début de documentation, ce qui est assez intéressant lorsqu'on débute, de trouver en fait les éléments essentiels. Donc on peut donc maintenant être convaincu que le serveur fonctionne, qu'il réagit correctement. Alors moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de créer dans ce laboratoire 2 sites internet. Et après on pourrait en continuer à en créer un 3e, un 4e. Je vais d'ailleurs en créer 3, comme ça ce sera plus probant. 3 sites internet. Alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'un site internet par défaut va chercher à afficher une page qui s'appelle index.html. C'est la valeur par défaut. Donc si je veux que mon site soit fonctionnel, il faut qu'il possède une page index.html. Le nom du fichier soit index.html. Et le problème, c'est que mes 3 sites devront posséder une page index.html. Donc je peux évidemment pas mettre 3 pages identiques dans le même dossier. Elle se gênerait. C'est-à-dire que dès que j'en aurais mis une, si j'en ajoute une deuxième, elle écraserait la première, et ainsi de suite. Donc j'ai créé 3 dossiers. Ici, dans le dossier HTML. Donc on va aller dans le dossier HTML. Et dans ce dossier HTML, j'ai créé 3 dossiers que vous voyez ici, site 1, site 2, site 3. Alors qu'il y avait déjà la page index, qui est en fait le site web que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est la page de démonstration, et ça c'est mes 3 dossiers. Comment j'ai créé ces dossiers? J'ai fait quelque chose comme ça, mkdir, site, et j'ai appuyé sur 1 pour le premier, ensuite j'ai fait 2 pour le deuxième, ensuite j'ai fait 3 pour le troisième. Ça me crée mes dossiers. Une fois que c'est fait, je vais dans mon site 1, et avec l'éditeur Nano, je vais créer une page index.html. Alors là vous allez voir qu'en fait elle est déjà créée, je l'ai préparée avant, et du coup on va voir son contenu. Alors c'est assez simple, j'ouvre une balise HTML et vous cherchez tout de suite la balise fermante qui lui est associée. Elle commence toujours par un slash. Ici il n'y a pas le slash, c'est l'ouvrante, ici c'est la balise fermante. Donc HTML est bien ici fermé, et imbriqué dans cette balise HTML on voit une balise body, ouvrante, fermant. Body c'est le corps de mon site internet. À l'intérieur de ce corps de site, j'ai mis une page avec une espèce d'annonce, ça va s'afficher comme du texte. Alors www.buitoni.local, c'est le nom de mon site web, et en l'occurrence ici c'est le nom de mon domaine que j'invente, que je choisis d'utiliser pour mon laboratoire de démo. Et ce site va présenter un petit texte très simple, bienvenue sur le site de buitoni.local, entre 2 balises, ouvrante et fermante. Alors ça même c'est optionnel, on aurait pu enlever ces 3 lignes là et conserver uniquement celle-ci, ça nous faisait vraiment quelque chose d'extrêmement simple, mais il faut que ce soit conforme à la syntaxe HTML. Quant à l'indentation c'est en fait la position que l'on utilise pour décaler, pour aligner les éléments. Elle n'est pas obligatoire, mais il est recommandé de la suivre pour différentes raisons, et je ne rentrerai pas dans les détails de programmation aujourd'hui dans cette présentation. Donc une fois que c'est fait, on quitte en n'oubliant pas d'enregistrer, et on fait pareil pour le deuxième site. Alors pour aller dans le deuxième site, je sors et je vais dans le site 2 et j'ouvre
ma page index et je la modifie, je la crée. Ici vous voyez qu'elle s'appelle panzani.local. Une fois que j'ai terminé, CTRL X, je sors, j'enregistre. Cette partie création des sites web, elle est faite. Alors regardez, on peut faire une expérience, c'est que si on se souvient de ce qu'on vient de voir, on peut retenter de se connecter au site de tout à l'heure et préciser avec un slash, par exemple, site 1. Et là, à ce moment-là, il va nous chercher la page index qui se trouve dans site 1. Si je vais dans site 2, regardez bien, on trouve, alors il y a une faute qui a été tapée dans panzani.local est faux, mais les meilleures pattes du monde, probablement, mais c'est très très mal écrit, il manque un accent circonflexe, il manque un L, donc on voit bien ici que ça fonctionne, site 2 et site 1. Donc, ici, je vous remontre le fichier index.html, vous voyez la faute d'orthographe, les fautes d'orthographe, c'est celles qu'on voit ici, on va les corriger, on va voir les meilleures pattes du monde, voilà. Ça va être mieux comme ça, j'enregistre, j'ai oublié de le faire, CTRL X, je dis oui, et entrée. Et maintenant, quand je vais appuyer sur la touche F5 de mon clavier ou que je vais cliquer ici, je vois bien ma correction ici. Alors, je constate par contre que patte avec son accent circonflexe est mal interprété ici. Et en fait, si je mets du texte avec tout un tas d'accents, ça va être la catastrophe. Regardez tout de suite la démonstration. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de mettre pour site 3. Site 3, j'ai mis une page où j'ai fait exprès de mettre des accents. Alors j'ai mis n'importe quoi, hein, c'est une pure invention, mais vous voyez, j'ai joué sur une phrase qui va exploiter des mots avec des accents. Plus bas, la monnaie de l'Europe est l'euro, avec une petite flèche et le sigle et le caractère de l'euro. Plus bas, la monnaie de l'Angleterre est la livre, la petite flèche, le sigle, la livre sterling, le sigle du e-commercial, et puis une phrase ici pour expliquer qu'il s'agit, alors on voit ici une apostrophe, il s'agit d'une démonstration, deux apostrophes, démonstration des accents, apostrophe ici, accent ici, des caractères ici, accentué, encore un accent là. Donc quand je visualise ce site, qui est donc site 3, et ben, on va se rendre compte que ça ne donne pas le résultat attendu. C'est très très différent. On s'y retrouve parce qu'on vient de voir l'original, mais par exemple la monnaie de l'Europe est l'euro avec la petite flèche, bah, c'est très très compliqué de comprendre de quoi je parle ici. La monnaie de l'Angleterre est la livre sterling, le sigle et la livre, le sigle ici, alors on le voit le sigle, mais on se demande pourquoi il y a ça. Le E commercial ici, on le voit, mais il y a un espèce de caractère ici, qui représente la petite flèche, et il s'agit d'une démonstration d'interprétation des caractères accentués. Vous voyez qu'ici c'est carrément massacré, quoi. Alors, pour l'instant, on constate qu'on a ce défaut. Alors ce défaut, voilà comment on va le corriger. On va aller dans la configuration d'Apache 2. Dans cette page de configuration, on va trouver un certain nombre de choses, et notamment on va trouver un dossier qui s'appelle configuration available et configuration enable. Alors en fait ces deux dossiers sont liés par un système de liens, et il suffit de modifier ce qu'il y aurait dans l'un pour qu'il se modifie dans l'autre. Et là, ici, je ne vais pas rentrer dans ces détails pour l'instant. Donc je vais rentrer par exemple dans conf available. Je vais lister les fichiers qui s'y trouvent, et vous voyez qu'ici vous avez un fichier apache2-doc.conf, charset.conf, etc. Ce fichier m'intéresse. Je vais l'ouvrir. Ce fichier charset.conf permet de déclarer
les pages de code de caractères que mon serveur utilise pour rendre les choses visibles et compréhensibles. C'est-à-dire en fait les normes officielles, ici c'est le code d'une norme que nous voyons ici, qui doivent être exploitées par mon serveur de manière à rendre les choses accessibles, lisibles et compréhensibles. Et notamment par exemple les petits caractères accentués, les sigles, la petite flèche qui passait très mal, les apostrophes également. Cette ligne ici pourrait régler ce problème, il faudrait que pour ça elle soit appliquée. Pour qu'elle soit appliquée, il suffit d'enlever le petit dièse qui est ici. Il suffit d'enlever le petit dièse. À ce moment-là, la ligne devient une commande, alors que c'était une commande en instance d'activation. Bon, tout simplement parce qu'il y avait un dièse devant. Elle n'est pas activée. Mais elle est activable dès lors que j'enlève le dièse. J'enlève le dièse, j'enregistre mon fichier en quittant, et puisque il s'agit d'une modification de configuration, on voit bien ici que c'est un fichier de configuration, je vais redémarrer mon service Apache. Alors on peut faire comme tout à l'heure, stop suivi d'un start en 2 opérations, ou bien on a à notre disposition cette commande là qui va redémarrer le service. Alors il ne se passe pas grand chose à l'écran, on va retester et regarder instantanément la correction se présente à nous. Ici c'est parfait. Vous voyez à quel point un petit problème, on va dire, un petit défaut de configuration engendre un gros problème de lecture ici. Voilà, on a réglé un des problèmes fondamentaux de notre serveur. Maintenant, on va essayer de publier nos sites et ensuite, on va voir le lien qu'on va faire avec le serveur DNS de Windows pour permettre l'exploitation par un poste client. Pour ça, j'utiliserai un poste Windows qui fera les tests tout à l'heure. Sur mon serveur Linux, donc, je vous montre à nouveau la configuration de base, c'est-à-dire que dans ce dossier de base, il y a un certain nombre de dossiers, un certain nombre de fichiers. Ce qu'il est prévu de faire, c'est de déclarer vos sites que vous voulez publier ici, et lorsqu'ils sont prêts à être publiés, vous créez des liens dans ce dossier-là. Et pour vous faciliter la vie, il existe même une commande capable de le faire pour vous. Donc, comment on fait? On vient ici, donc dans ce dossier, et on va créer des fichiers qui vont représenter la publication de nos sites. La bonne idée, c'est de créer un fichier par site pour les rendre totalement indépendants. Donc en fait ici j'ai préparé le travail sous forme de mes 3 fichiers. Il est important qu'il s'appelle .conf à la fin du nom du fichier. Il est important qu'il s'appelle .conf parce que ça permet d'exploiter les scripts de configuration automatique. Maintenant c'est pas obligatoire, on peut faire autrement, mais c'est bien de pouvoir profiter de ces scripts. Donc voilà les sites, enfin en tout cas les fichiers de configuration de mes sites. Je vais vous montrer le premier, et les autres sont quasiment identiques. Donc le premier que j'ai créé, donc, il comporte en fait un bloc virtual host qui démarre ici, et il faut chercher la balise fermante. Donc le virtual host avec comme option étoile de .80 et sa balise fermante. Et tout ce qui est à l'intérieur en fait partie. Virtual host, ça veut dire machine virtuelle, mais il ne s'agit pas d'une machine virtuelle au sens habituel du terme, mais plutôt d'une instance de service virtuel. C'est-à-dire que mon serveur Apache, mon serveur web Apache, va se comporter comme une multitude de petits serveurs web Apache résidant sur une même machine physique, mais totalement indépendants. Et alors là, par quel tour de passe-passe c'est possible, sachant qu'il y a une seule adresse IP et qu'elle est commune, et un seul numéro de port et que c'est toujours le 80. À moins que je le change. Mais si je le change, il faudra que j'informe mes postes clients, puisque eux, par défaut, ils ne connaissent que le 80. Et bien, toute l'astuce, elle réside en fait dans ces 2 lignes-là. Il suffit que votre machine réponde à un nom. Donc, on a une directive ici, server name, et vous lui donnez un nom.
Alors au passage, vous remarquerez que j'ai donné un nom tout à fait usuel, associé à un nom de domaine. Par exemple, le nom de ma machine serait www, et le nom de domaine serait buitoni.local, tout comme google.com posséderait la machine www, ou bien microsoft.com posséderait la machine www. Ici, moi j'ai une machine qui est représentée par www et un nom de domaine qui est buitoni.local. Et la deuxième ligne qui m'intéresse, c'est d'indiquer à quel emplacement sur le disque dur de cet ordinateur se trouve la page web. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, nous l'avons créé, nous l'avions mis dans un dossier qui s'appelle site 1. Donc cette page que nous avions mis là tout à l'heure, elle sera lue par cette directive automatiquement. Et elle sera associée aux requêtes qui chercheraient à atteindre ce serveur-là. Donc lorsqu'un navigateur, un poste client avec un navigateur web essayera d'atteindre cette adresse, le serveur orientera la requête vers ce dossier et ira lire la page index. Après, on voit qu'on a un bloc ici. Alors, il est optionnel ce bloc, mais on va le mettre, on va prendre le temps de le faire correctement, on va le mettre, on va l'indiquer. Nous verrons plus tard dans une autre présentation à quoi servent ces différentes directives et en quoi elles sont intéressantes. Pour l'instant, elles ne sont absolument pas obligatoires, mais il est bien de les mettre pour assurer un minimum de sécurité. Donc, je résume. Cette ligne-là va permettre d'indiquer le nom de ma machine, cette ligne-là va permettre d'indiquer où se trouve la page index et donc le site internet. Quant à celle-ci, j'en ai pas parlé, mais elle permettrait, si vous remplacez cette valeur-là par une adresse mail valide, de recevoir les mails qui seraient déclenchés, par exemple, s'il y avait un problème de fonctionnement ou s'il y avait une alerte. Ça aussi, j'en parlerai pas dans cette première partie, parce que ça ne m'intéresse pas de m'orienter vers cette voie-là, mais ça pourrait être intéressant de l'exploiter plus tard. Donc, une fois que ces données sont rentrées, on ferme notre balise virtuelle host, et on fait la même chose avec le deuxième site, le troisième site, et ainsi de suite. Vous voyez ici, mon deuxième site, j'ai choisi de l'associer au nom panzani.local, et surtout, ce qui est très important, j'oriente les requêtes vers le deuxième répertoire que j'ai créé tout à l'heure, dans lequel j'ai mis la page web permettant d'atteindre panzani.local. Et je ferai pareil, là j'ai fait n'importe quoi, je ferai pareil dans la configuration site3.conf et je change à nouveau le nom et je change le répertoire. Ce répertoire doit exister, il doit correspondre à ce que vous avez créé précédemment et il doit contenir au moins une page index.html. Voilà, à ce stade-là, je peux redémarrer mon service Apache une fois que j'ai fait tout ça. Et s'il n'y a pas de message qui apparaissent à l'écran, c'est déjà une bonne nouvelle. On ne va pas prendre la peine d'investiguer plus les éventuelles erreurs, puisqu'on n'en voit pas se produire ici. Donc on peut supposer que ça marche. On peut quand même, en se rappelant de tout à l'heure, voir si notre port 80 est bien en activité. Et pour ça, il m'aura suffi de taper cette commande que nous connaissons, nous en avons parlé tout à l'heure. Maintenant, on va passer sur la machine Windows et on va s'occuper de faire fonctionner le lien entre Windows et Linux. Alors comment je fais? Alors c'est très simple. Dans la machine Windows, par défaut, lorsque vous aurez installé le DNS, il n'y aura rien dans la zone de recherche directe, rien dans les zones de recherche inversées. Donc la première chose à faire, il est en se rappelant de l'adresse IP que vous avez donnée. Ici c'est 10.0.0.250, associé au masque 255.0.0.0, ça veut donc dire que votre machine elle est sur le réseau 10.0.0.0. Là encore, dans cette présentation, on s'intéresse exclusivement à une opération d'hébergement de site web et pas à des cours sur des réseaux IP, donc je ne vous préciserai pas pourquoi j'affirme qu'il s'agit du réseau 10, mais normalement vous devriez vous-même le savoir si vous avez des notions
sur le protocole IP et les modes d'adressage. Donc, si le réseau est 10, on peut aussi l'écrire comme ça, ça va me servir pour créer ma zone de recherche inversée. Créer une zone de recherche inversée, c'est un clic droit ici, une nouvelle zone, et il suffit simplement de suivre la procédure sans rien changer jusqu'au moment où il vous demande d'identifier le réseau en donnant son ID. ID, ça veut dire sa valeur de réseau. Ma valeur de réseau, c'est 10. Donc je fais ça et je fais suivant. Je vais au bout de la procédure et c'est terminé. Je l'ai déjà fait, donc je vais annuler ici, mais quand vous aurez besoin de le faire, vous allez au bout de la procédure. Et vous obtenez ça. Vous obtenez ça, vous l'ouvrez, et vous allez voir qu'il va y avoir ces deux lignes-là seulement, au début. Et ça va s'ajouter par la suite tout seul. On n'aura pas besoin de le faire nous-mêmes. Donc, la première étape, ça consistait à déclarer la zone inversée. La deuxième étape, ça consiste à déclarer les zones qui correspondent au nom de domaine qu'on avait décidé pour nos sites web. J'avais décidé un site www.barilla.local, www.buitoni.local, www.panzani.local. Donc, comment je fais? Je fais une nouvelle zone, clic droit ici dans un espace vierge, nouvelle zone, et vous faites suivant, et vous donnez le nom de la zone. Alors par exemple, j'avais donné buitoni.local. Pour la démonstration, je vais en créer une quatrième que je vais appeler pat.org. Vous faites tout simplement suivant, vous occupez pas du reste, et vous avez votre zone de créer. Quand vous l'ouvrirez, il y aura cette présentation. Alors, regardez ici. Ce qui est important de voir, c'est que ma zone, elle est pas totalement opérationnelle parce qu'il lui manque des informations. Ici, la première chose à faire, il est d'aller copier-coller cette valeur dans la mémoire cache de votre presse-papier et de corriger éventuellement l'adresse IP qui lui est associée. De quoi il s'agit? En fait, ça doit désigner, ça c'est le nom de ma machine Windows. J'ai oublié de le préciser, mais regardez, c'est le nom de cet ordinateur. Hostname, vous voyez le nom qui est ici. La commande hostname retourne le nom de l'ordinateur. Ici, c'est win-jglk, etc. Donc, on retrouve ça ici. Donc, je vais double-cliquer ici, et je m'aperçois que ce nom, je l'ai ici. Je vais le modifier. Et l'astuce, c'est, je le sélectionne, mais vous remarquez qu'il y a un point ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas sélectionner le point. Donc, si j'y arrive à balayer tout sans sélectionner le point, c'est parfait. Sinon, c'est pas grave, j'enlèverai tout à l'heure. Je balaye avec ma souris. Ensuite, avec un clic droit sur le bouton, je copie. Maintenant, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'adresse IP d'associé. Il suffit de venir ici et d'indiquer l'adresse. Alors, il faut aller que je clique. Hop. Il suffit d'indiquer l'adresse de votre serveur Windows, qui est donc, lui, le serveur DNS, et faire entrer. 10.0.0.250, vous faites entrer. Si ça passe au vert et que ça indique OK ici, c'est que l'opération est cohérente. Je vous rappelle pourquoi je mets 10.250, tout simplement parce que c'est l'adresse de ma machine. Et c'est lui le serveur DNS. Donc j'associe bien lui vers cette adresse. Et lui, c'est ce nom-là que je vous ai montré précédemment. Quand c'est fait, je fais OK. Et je sors. Alors je peux faire appliquer pour en profiter tout de suite et je fais OK. Maintenant, je vais créer un enregistrement pour associer l'adresse IP à cette machine en tant que nom. C'est-à-dire que lorsqu'un client recherchera cette machine par le nom, il aura l'IP, et lorsqu'il recherchera l'IP, enfin cette machine par l'IP, il aura le nom. Clic droit, nouvelle hôte. Nouvelle machine si on préfère. Son nom, je l'avais copié tout à l'heure avec mon clic droit de souris, je peux le coller, et s'il y avait le point, je le retirerai ici. L'adresse IP, c'est 10.0.0.250, et je vérifie, et au besoin je coche, que cette case est cochée. Cette case, en fait, elle va générer l'enregistrement qui correspond à ça dans la zone inverse.
dans la zone inverse. C'est ce qu'on appelle un pointeur d'enregistrement. Un pointeur, c'est l'abréviation PTR, ça veut dire pointeur. Donc ça, c'est pour bénéficier de l'enregistrement dans ma zone inverse, et ça, c'est son nom. Je fais ajouter l'autre, il me dit que l'autre a été créé, et il me permet de continuer. Alors, je vais continuer, mais je vous montre, l'enregistrement est ici. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que ma machine Windows puisse atteindre ma machine Linux, et il faudra aussi que ma machine Linux puisse atteindre ma machine Windows. Alors, pour faire les choses proprement, sous Linux, je vais regarder son nom. Ici, vous voyez, c'est Debian-9. Je vais regarder son IP, celle qui est sur le réseau 10. Ici, vous voyez, c'est 10.0.0.240. Et je vais associer ça dans mon Windows. Debian-9 10.0.0.240. Le pointeur va être créé puisque la case est cochée. Et on peut voir tout de suite ici que la machine correspond à son adresse ici. Je fais OK et je fais terminer. Maintenant, ce que je veux, ici je vous rappelle que je travaille sur un exemple, un pat.org, mais en réalité il faudra le faire pour Barilla, Buitoni, Panzani. Ce que je veux, c'est que lorsque mes clients vont se connecter, ils ne vont pas faire une requête vers debian9.pat.org. Alors par contre, on peut déjà faire un premier test. Par exemple, on pourrait aller sur le poste client. Et ce poste client, je vous rappelle, faisant juste une parenthèse rapide, c'est que je l'ai configuré lui-même pour qu'il soit capable de dialoguer sur le même réseau. Je lui ai mis une adresse IP qui correspond au même réseau, et surtout ce qui est très 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 important, c'est que j'ai indiqué ici l'adresse de Windows Server qui est mon DNS. Donc le serveur DNS préféré, c'est Windows. Grâce à ça, je vais pouvoir faire des tests. Et par exemple, le premier test que je vais pouvoir faire, c'est Debian9, pour vous montrer en fait le lien avec ce qui vient d'être fait. Debian9.pat.org. Et vous remarquez que ça fonctionne et il résout bien l'adresse. On le trouve ici, l'adresse et le nom. Maintenant, je vais faire un ping www.pat.org et là, je vais me rendre compte que ça ne répond pas. Et moi, ce que je veux, c'est que ça réponde, puisque mes clients, eux, vont faire des requêtes sur www.pat.org. Alors, dans la démonstration, ici, il ferait quelque chose comme ça. .pat.org. On voit que ça cherche et que ça finit par rendre la main avec une erreur. Tout simplement parce que il n'y a rien qui corresponde à cet enregistrement. Alors, retour à Linux, et ici, je vous rappelle que j'ai 3 sites qui sont site 1, site 2, site 3, mais qui en fait enferment, si on prend site 1 par exemple, ici, qui enferme la configuration de buitoni.local avec le nom www.buitoni.local. Et l'autre site s'appelle panzani.local et l'autre il s'appelle barilla.local. Donc, retour sur Windows, j'ai donc créé tout à l'heure mes sites Barilla, Buitoni, Panzani, et j'ai appliqué exactement la même méthode que celle que je viens de vous montrer avec pat.org. Ce qui donne ça. Par exemple, chez Barilla, j'ai ma machine. Alors, j'avais fait une variante, d'ailleurs, j'aurais dû faire la même chose pour ne pas vous perturber. J'ai fait exactement pareil, sauf que la machine Debian, j'ai pas donné son vrai nom, mais j'ai donné un nom proche, similaire, approximatif.